Ok. Alors, je vous remercie de votre présence pour cette table ronde qui va être intense et passionnante sur l'assurance des installations photovoltaïques. On l'a intitulé « Sortie de crise », point d'interrogation, car en effet, on peut parler de crise. Je suis Carole Rapp, donc journaliste spécialisée en transition énergétique, et j'ai le plaisir d'accueillir donc pour cette table ronde 5 intervenants. Ah, on fait passer. On n'en a pas besoin pour l'instant en fait. Hein. Oui. Voilà. Donc nous avons autour de cette table Nicolas Randria, qui est donc secrétaire général du groupement des métiers du photovoltaïque, GMPV, qui représente en fait les entreprises du photovoltaïque adhérentes à la Fédération française du bâtiment. Vous allez plutôt parler de la partie installateur photovoltaïque. C'est ça, et donc traduit en assurance, on va être plutôt côté décennal. Voilà. Ensuite, à côté, nous avons Pascal Alexis. Vous êtes bonjour. Vous êtes fondateur du cabinet de courtage Alexis Assurance, qui est spécialisé en énergie renouvelable depuis déjà 35 ans. Et vous intervenez dans toute l'Europe, si j'ai bien compris. Tout à fait. À ma droite, Richard Loyen, que vous connaissez sûrement en grande partie, délégué général d'Enerplan, le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Bonjour à toutes et tous. À ma gauche, Daniel Munier, administrateur du syndicat Aura Digital Solaire, qui est un syndicat basé en Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous êtes également directeur délégué solaire au sein du bureau d'études Planaire France. Merci. Et enfin, Éric Delage, directeur des risques techniques de MSIG. MSIG, c'est un assureur de risques industriels japonais, mais qui est présent dans toute l'Europe et en Europe et aussi en France, dont la France. Et une des spécialités d'MSIG, ce sont les énergies renouvelables. Ça tombe bien. Bonjour à tous. Alors, cette table ronde, nous allons avoir 2 sujets principaux. Le premier, nous allons commencer par la question de l'assurance décennale. La décennale des installateurs, la garantie décennale que tout installateur doit avoir obligatoirement pour poser des toitures solaires, des panneaux photovoltaïques. Et malheureusement, c'est très difficile pour les installateurs de l'obtenir, ce qui bloque un certain nombre de projets. Et le pendant de cette assurance décennale, c'est également l'assurance dommage ouvrage, qui est l'assurance que tout maître d'ouvrage est censé aussi avoir quand il veut faire construire une toiture solaire d'envergure sur un grand bâtiment. Il a aussi besoin de cette dommage ouvrage qui est en fait une sorte de pendant de la décennale. Mais il a également des difficultés à l'obtenir, ce qui bloque aussi des projets. Donc ça va être le premier sujet. On va y accorder environ 40 minutes, 35-40 minutes, car c'est vraiment un sujet important et on va entrer dans des détails techniques parce qu'on va aussi essayer de comprendre quelles sont les solutions. On va pas s'attarder sur pourquoi les assureurs bloquent, etc. parce on est tous au courant. Enfin, on sait qu'il y a des blocages et on essaye de voir quelles sont les solutions. Et ensuite, on va avoir 20 minutes. Restez parce que ça va être sur l'assurance des hangars agricoles, des toitures solaires sur hangars agricoles, où là, la problématique, c'est différent. C'est que les développeurs photovoltaïques qui veulent mettre des panneaux solaires sur des hangars agricoles ont du mal à se faire assurer pour l'assurance dommage aux biens. Donc c'est l'assurance dommage aux biens, c'est parce que si ça brûle, qui c'est qui paye le remplacement, etc. C'est une autre problématique, mais qui bloque aussi un certain nombre de projets de hangars agricoles, enfin de toitures solaires sur hangars agricoles. Et nous en parlerons avec Éric Delage qui est là. Et c'est une première. Éric Delage de MSIG aura des chiffres en termes de sinistralité à nous donner. Donc pour les développeurs photovoltaïques, je vous invite à rester jusque-là. Donc nous commençons avec la décennale. Alors j'aimerais, la partie décennale, j'aimerais laisser la parole à Richard Loyen d'Enerplan pour savoir justement quel est l'impact, cette difficulté que les développeurs, les installateurs ont à obtenir la décennale. Quel est l'impact sur la filière photovoltaïque? Et est-ce que la filière essaye d'agir et fait quelque chose en la matière? Merci pour
cette entrée dans la table ronde. Donc l'assurance décennale, c'est une assurance qui est obligatoire depuis 78, article 1792 et alinéa suivant du Code civil. L'installateur doit, quand il construit un ouvrage, être assuré en décennale. Et c'est un vrai point bloquant aujourd'hui, parce que c'est parfois la croix et la bannière pour pouvoir atteindre une assurance en décennale. Certains assureurs ne donnent pas suite, et les installateurs doivent aller au BCT, au bureau de contrôle et tarification. C'est pique-nique douille, et parmi les assureurs dans la place, il y en a un qui est désigné. Toi, tu vas assurer cet installateur sans qu'on lui dise le prix. Donc ça peut être prohibitif. Et par ailleurs, le BCT ne gère pas la RC Pro, la responsabilité civile professionnelle. Donc c'est qu'une partie de la solution. Donc aujourd'hui, on est dans une solution qui est relativement crispée. On a travaillé depuis 5 ans avec les assureurs, avec nos amis du GMPV. On a fait une AMDEC, une analyse des modes de défaillance et des écarts critiques du photovoltaïque. Donc, qui est censé regarder tout ce qui peut arriver à une installation photovoltaïque et quels sont les dommages qui sont possibles. Donc, quelque chose qui amène une cartographie complète des risques du modèle photovoltaïque intégré ou pas au bâtiment. À noter, ce qui a changé dans la situation assurantielle, c'est que depuis 5 ans, l'intégré bâti n'est plus obligatoire. Donc, pendant plus de 10 ans, on a obligé les Français à casser leur toit pour mettre de l'intégré photovoltaïque au bâti avec des solutions plus ou moins bien conçues, qui ont amené plus ou moins de désordre. Donc les assureurs gardent ce risque en portefeuille pour encore 5 ans, malheureusement, mais parce que le surimposé, finalement, aujourd'hui, crée beaucoup moins de désordre et de sinistres. Alors, le problème, c'est que les assureurs regardent dans le rétroviseur en disant c'est quoi mon portefeuille et quel risque j'ai dedans, alors que finalement, dans les nouvelles affaires, il y en a peu. Donc aujourd'hui, on a des entreprises qui peinent à s'assurer, des entreprises qui se mettent au photovoltaïque. Celles qui faisaient du photovoltaïque peuvent continuer de le faire. Celles qui veulent rentrer dans le jeu ont vraiment du mal à le faire. Donc ça, c'est une vraie problématique. De l'autre côté, on a des industriels qui s'engagent pour certains dans des procédures d'avis technique, procédure qui est assez longue, qu'on a essayé de faire évoluer pour pouvoir fluidifier, notamment prendre en compte l'évolution des générations de modules solaires. Nous allons développer justement tout à l'heure sur les avis techniques. Il y en a d'autres qui s'engagent dans des enquêtes de techniques nouvelles, des ETN. Et là, on a un souci, parce qu'on a un certain nombre de bureaux de contrôle qui ne reconnaissent pas les ETN. Je pense que Pascal... Alors nous allons aussi développer cette partie-là. Mais c'est un vrai souci, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve à réceptionner un bâtiment et on a un bureau de contrôle qui dit moi, je vous signe pas le PV de réception. Et finalement, on a un bâtiment qui est solarisé, pas assurable. Donc ça pose quand même un peu de soucis pour le prescripteur, l'installateur et le maître d'ouvrage. Est-ce qu'on a une idée justement de ce que ça représente pour la filière? En fait, il y a beaucoup de projets qui sont bloqués. C'est surtout les toitures, les petites toitures, toutes les toitures. Il n'y a pas de bureau de contrôle sur les petites toitures. Non, je parle en général de tous les points de blocage de cette assurance décennale. Ils sont nombreux, petites toitures, en grande toiture, peut-être un peu moins en grande toiture quand on est sous avis technique. Quand on est sur des grandes toitures sur les procédés en enquête de technique nouvelle, c'est relativement difficile. Et enfin, il y a quelque chose que prennent pas encore en compte les assureurs et qui pour moi est important, c'est les audits d'installation photovoltaïque. On a une profession qui est sous surveillance depuis 5 ans et on a une règle où tous les 14 installations, on a un audit. Donc pour les gros faiseurs, entre guillemets, on a un thermomètre aujourd'hui qui est à disposition des assureurs. Aucune profession du bâtiment n'est soumise à autant d'audits. Et malgré ces audits, qui nous donnent, est-ce que c'est très bon, médiocre ou pas bon, l'assureur, il a un thermomètre pour savoir l'entreprise qu'il assure, est-ce qu'elle travaille bien ou pas. Aujourd'hui, entre guillemets, c'est pas pris en compte. On milite pour que ça soit pris en compte au niveau de la politique de souscription, parce que c'est ce qui permet de se dire, voilà, on a une entreprise, on l'assure, elle travaille toujours bien, donc y compris parce qu'il y a une problématique de accès à l'assurance. Et la deuxième problématique, c'est combien ça coûte. Si ça vous coûte 5, 8, 6, 10% de votre chiffre d'affaires, vous mangez la grenouille, entre guillemets. Donc voilà, c'est la difficulté d'accès, le coût d'accès, et après des technologies aujourd'hui, des enquêtes, des évaluations techniques, l'enquête de techniques nouvelles qu'on a du mal à faire reconnaître par un certain nombre de bureaux de contrôle qui est un peu se disent non, ça c'est pas viable comme évaluation technique, on n'en prend pas. Donc on est dans une situation délicate. Merci pour cette introduction avec des concepts. Si vous n'êtes pas familier avec, on va les développer un peu plus tard. Concernant justement les audits, ce que vous dites, les efforts que fait la filière, peut-être Pascal, Alexis, vous avez une remarque. Donc je rappelle que vous êtes fondateur du cabinet de courtage Alexis Assurance.
Est-ce que sur les efforts que fait la filière, notamment les audits et etc., les assureurs en ont conscience au moins? Alors, pour resituer les difficultés des assureurs sur un marché de niche qui est le marché de la pose photovoltaïque, les assureurs construction, en gros, ont un chiffre d'affaires global en France d'1,5 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires de l'assurance construction photovoltaïque en toiture, c'est moins de 40 millions d'euros, tout compris. Tout compris. Et c'est une technique qui nécessite de l'expérience et de la compétence. De l'expérience, ça s'acquiert avec le nombre d'années. Et la compétence, par rapport à beaucoup d'autres techniques de construction, elle est quand même un peu plus fine, avec une nécessité d'analyser les avis techniques et les ETN, avec la nécessité de vérifier toutes les procédures de mise en œuvre. Et les assureurs identifient souvent que les poseurs ont du mal à déployer ces techniques. Donc, pour souscrire, ils doivent vérifier dossier par dossier l'expérience, la compétence et les systèmes mis en œuvre. Et pour les systèmes mis en œuvre, ils ont une difficulté dans la mesure où le marché fonctionne à 95% avec des ETN ou avec des ATEC, mais qui ne figurent pas dans la liste verte, et seulement à 5% avec les ATEC qui sont en liste verte. Les assureurs... On va devoir peut-être préciser tout ça, oui. Justement. Mais alors justement, vous étiez en train de parler de compétences et d'expérience. C'est un des points qui est demandé aux installateurs. Alors j'aimerais que Nicolas Randria, donc qui représente le groupement des métiers du photovoltaïque pour la Fédération française du bâtiment, vous puissiez nous parler est-ce que vous pouvez nous parler de la partie compétences, s'il vous plaît? Qu'est-ce que peuvent faire les installateurs pour montrer qu'ils sont compétents pour mettre des panneaux photovoltaïques? Alors, par rapport à ce qui a été dit déjà, je vais reprendre des éléments de l'introduction. Vous permettrez déjà de vous dire que le BCT n'est pas une solution. C'est extrêmement important parce que, comme l'a dit Richard, en effet, vous allez être assuré beaucoup trop cher pour faire, uniquement le BCT, sur votre bureau central de tarification. C'est l'organisme qui est là pour vous permettre d'avoir une assurance décennale, parce que c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc si vous en avez besoin pour travailler, il faut qu'on vous trouve une solution pour en trouver une. Mais ça vous coûter cher et ça ne va pas vous permettre d'être assuré en responsabilité civile. Donc clairement, alors on abordera après tout ce qui est solution pour vous permettre de vous assurer, les prérequis, les solutions, les travaux que nous on a menés en tant que filière. Mais s'il vous plaît, ne vous prenez pas les pieds dans le tapis du BCT. Il faut absolument vous trouver des solutions avant, avec des assureurs construction ou avec des courtiers. Je vais revenir aussi sur la différence entre l'avis technique et l'ETN, enquête de technique nouvelle. Alors, et même avant ça, je vais revenir à la notion de responsabilité. Alors, je suis pas juriste, pas comme mon voisin, mais c'est juste pour rappeler qu'en tant qu'entreprise, vous êtes présumé responsable s'il y a un problème sur une installation pendant 10 ans. Et ça, c'est extrêmement important et l'ensemble de la filière doit s'en rappeler. Ce que je fais au quotidien, moi, mon but, ça va pas être de défendre les assureurs, ça va pas être de défendre les bureaux de contrôle ou autres, ça va être de trouver des solutions pour accompagner les entreprises au quotidien. Vous êtes responsable sur 10 ans en tant qu'installateur, c'est énorme. Et derrière, on vous doit des produits qui sont fiables dans le temps. Que ce soit en clos couvert ou également côté électronique, électricité et transformation. Et sur le clos couvert, c'est là où les fabricants doivent faire tester leurs produits sur les aspects tenue en charge, au vent, dépression, au poids lié à la neige, etc. Et ça, c'est extrêmement important parce que plus le produit sera testé, plus derrière, vous serez rassuré sur votre responsabilité et que l'assureur, après, va assurer cette responsabilité. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça explique la différence entre les différentes évaluations. La première, l'enquête de technique nouvelle, qui, on va dire, la première étape, c'est il y a des tests qui sont après validés par un bureau de contrôle, par une personne seule. Même si la personne est extrêmement compétente, elle n'aura pas forcément cette vision globale que peut après avoir un ensemble d'experts qui est réuni pour donner ce qu'on appelle un avis technique. C'est pour ça que déjà, aux yeux des assureurs et par rapport à votre responsabilité, il y a une différence entre l'enquête de technique nouvelle et l'avis technique.
l'enquête de techniques nouvelles aussi. Alors, j'ai échangé avec un fabricant tout à l'heure qui me dit qu'il y a plus d'éléments électriques qui sont validés dans l'ETN. Donc dans l'ETN, ce qui est aussi important, c'est que les assureurs, de ce qu'ils en comprennent, c'est que pour eux, l'ETN valide l'aspect structure, mais ne valide pas la problématique électrique. Et eux, ce qui leur fait le plus peur, c'est qu'il y a une maison qui crame avec des gens dedans. Et ça, vraiment, ils sont très en crainte sur l'aspect électrique. Donc, si vous utilisez des produits ETN, vous avez le droit, parce que comme on l'a dit, c'est la majeure partie du marché, vous avez le droit, mais il faut que vous soyez compétent pour le faire, et que vous soyez assuré pour le faire, et que vous apportiez, et que votre fabricant ou votre distributeur vous apporte des garanties sur cette partie électrique. Je reviendrai après sur la partie compétence, et je termine juste sur l'avis technique. La deuxième qualification les avis techniques. Les avis techniques. Donc les avis techniques, c'est un processus qui est en effet plus long qu'une enquête de technique nouvelle que le fabricant doit faire avec le CSTB. C'est aussi, comme toujours, j'ai envie de dire, comme la décennale, une spécialité française. Et donc forcément, des fabricants de systèmes ne vont pas forcément, des fabricants de systèmes qui ne sont européens voire internationaux, vont être un peu réticents d'aller sur cette démarche qui va nécessiter des tests complémentaires et un coût supplémentaire. Également, l'avis technique valide un ensemble. Associé à un certain type de couverture, ça sera un système de montage et certains panneaux. Parce que si on change le type de panneau, forcément, les réactions au vent, elles peuvent être différentes. Donc tout ça, ça doit être testé avant. Et je rappelle, c'est pour que vous, après, en tant qu'installateur, vous soyez rassuré. Ou en tant que client, s'il y a des clients dans la salle. Alors sur ce process, il y a eu des évolutions justement dans la vie technique pour pouvoir modifier le panneau plus simplement. C'est-à-dire que si on reste sur un panneau avec des caractéristiques un peu similaires, c'est pas obligé de refaire tout un process d'avis technique, etc. Mais il faut notifier donc au CSTB, l'acteur qui accompagne le développement la création de l'avis technique, pour que ça soit notifié. Le problème, c'est qu'actuellement, comme vous le savez, les panneaux, ça évolue de manière assez incroyable en taille de cellules et donc en taille de modules. Il n'y a pas d'harmonisation. Et donc forcément, cet outil qu'on a mis en place pour essayer d'accompagner la dynamique du marché photovoltaïque et l'évolution et l'innovation dans le marché photovoltaïque, pour ces problèmes de taille, ça tape à côté. Donc les fabricants sont obligés de passer par d'autres moyens de validation, dont des ETN. Merci beaucoup. On va passer la parole peut-être à Daniel Munier, parce que je crois qu'on est entré, ou aussi Richard Loyen, mais on est entré dans le vif du sujet, donc qui sont vraiment, on parlera des compétences après, qui sont vraiment la labellisation, enfin la qualification des différents matériaux. Et donc, comme vous avez compris, il y a les ETN ou il y a les avis techniques. Je voudrais juste ajouter, allez-y, Richard. On ne regarde pas la problématique électrique dans les ETN parce que c'est normé au niveau international, au niveau des modules. Donc on ne contrôle pas deux fois ce qui a déjà été contrôlé une fois. D'accord, très bien. Merci pour cette précision. Daniel Munier, vous voulez peut-être dire quelque chose, justement, cette distinction entre ETN et avis technique, où apparemment tout le marché est en ETN, mais les assureurs n'assurent pratiquement que des avis techniques. C'est là où ça coince. Alors, comme je l'ai un petit peu introduit, je représente le syndicat Aura Digital Solaire, qui est un syndicat régional du solaire avec à la fois des installateurs, des bureaux d'études, des développeurs, enfin vraiment le monde professionnel. Et je dirige un bureau d'études qui fait beaucoup d'activités sur l'autoconsommation sur toiture. Et en fait, j'ai aussi la casquette de présider un programme de recherche internationale sur le solaire. Donc j'ai accès à beaucoup d'informations à l'international. Et en fait, notre secteur évolue extrêmement rapidement. Nicolas l'a déjà préfiguré. Et surtout, l'objet sur lequel on pose du photovoltaïque, avant était souvent du bâtiment neuf, sur lequel en fait ça prenait du temps. Et donc on développait, on adaptait la toiture, on essayait de faire coïncider avec le photovoltaïque. Et maintenant, tous, je pense, si vous êtes installateur et surtout dans le segment au-delà de l'individuel, vous avez des tonnes de hangars, des tonnes de toitures de bâtiments commerciaux, industriels, tertiaires, sur lesquels il y a une toiture, un isolant, une étanchéité. Et comment on fait? Voilà. Et c'est là où il y a vraiment le hiatus. C'est-à-dire que on a encore des systèmes de validation qui prennent beaucoup de temps, qui sont assez peu mobiles. On a une idée du temps pour qu'un fabricant obtienne un avis technique pour un procédé photovoltaïque? On a une idée du temps que ça prend? Ça se compte en années. En années? Au moins 1 année et demie. 1 à 2 ans. Ouais, voilà. Et alors que vous savez bien que on est. Ça coûte combien? C'est toujours difficile, mais on est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà. Et donc, en soi, si c'était quelque chose qui s'adaptait extrêmement bien à la vitesse et la typologie des toitures, ce serait parfait.
Mais malheureusement, pourquoi l'ETN s'est développé? Parce qu'il fallait trouver des solutions très rapidement, polymorphes, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, qui s'adaptent à ce que je viens de vous expliquer, différents types de toitures. Et vraiment la grosse difficulté actuellement, et c'est vraiment, je pense, si on cherche des solutions, c'est de pouvoir, et là c'est la casquette un petit peu de la connaissance de nos voisins européens, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas qui se développent très très vite. Quasiment toutes les toitures dans ces pays-là ont une solution qui nécessite bien sûr une prise de risque, qui nécessite des investigations complémentaires, mais par défaut, et c'est vraiment ça, en fait c'est une toiture qui pourrait être solarisable. Et ensuite la question c'est comment on va faire pour la rendre solarisable. En France, je pense qu'on a tout intérêt à aller dans cette logique. En France, c'est plutôt, elle correspond pas à ce qui est sur la table, donc on la fait pas. Quand vous dites on, vous parlez des assureurs? Alors, surtout, Et ça commence, il y a toute la série. Il y a le bureau d'études qui étudie, voire l'installateur, qui regarde, est-ce que j'ai dans mon catalogue ce qui va en face? Non. Ensuite, s'il cherche quelque chose et que c'est pas exactement décrit pareil, il y a le fusible du bureau de contrôle. Il y a le fabricant qui va lui dire aussi, oh là là, mais on va pas s'aventurer là-dedans parce que, en fait, on va aller aux ennuis. Et donc on décourage et au bout bien sûr l'assureur forcément lui il va aller dans cette logique. Alors est-ce que Pascal, Alexis justement puisqu'on est sur la partie procédé et avis technique ETN, donc on a bien compris que les assureurs ils étaient très frileux, ils préféraient les procédés en avis technique et il y en a quand même très peu, et tous les autres en ETN, qu'est-ce qu'on en fait justement? Vous en tant que courtier, vous essayez de trouver un chemin malgré tout pour promouvoir des ETN? Qu'est-ce que vous proposez? Les assureurs se reposent techniquement sur une structure d'analyse qui est le CFTB en gros et les contrôleurs techniques, et délèguent quelque part l'analyse technique de la pertinence des systèmes à ces gens-là, tout en s'appuyant en même temps sur une ingénierie de prévention pour les plus grosses compagnies à l'intérieur de leur structure. Mais ces gens-là ne prennent pas de risques et du coup se rabattent sur ce qui a pu être décidé par le CFTB et les contrôleurs techniques, si ce n'est que ces gens-là fonctionnent avec ce qu'ils ont toujours connu dans le monde de l'assurance construction, avec des éléments de construction, des murs béton, des ascenseurs, etc. La procédure est complètement inadaptée au photovoltaïque, qui fonctionne d'abord comme de l'industrie, c'est-à-dire avec une gestion des retours d'expérience très très rapide, notamment sur les rails de fixation, notamment sur la façon d'aller ensuite attacher, pour faire simple, les panneaux à ces cadres-là. Et la réactivité de l'industrie fait que on n'a plus de sinistres. Mais le monde de l'assurance ne veut pas l'entendre. Ils veulent absolument rester dans leur schéma de qualification, qui sont complètement inadaptés. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait que les assureurs voudraient que vous vous enfermez dans les systèmes en ATEC en liste verte, c'est-à-dire bon an mal an 5% du marché, alors que vous êtes obligé, de par les coûts, de par ce que propose le marché, de travailler avec les 95% qui sont sous ETN. Alors liste verte, peut-être tout le monde sait que la liste verte, tout le monde connaît, je sais pas. Ce sont les produits qui sont sous avis technique, mais qui ne sont pas mis en observation par l'agence qualité construction. Donc c'est encore le must du point de vue des assureurs. Alors après sur les ETN sont délivrés très essentiellement par 2 contrôleurs techniques qui ont fait l'effort de se spécialiser, que tout le monde connaît ici, j'imagine, c'est Alpes Contrôle et Sud-Est Prévention. Il y en a d'autres, mais ils font le gros de l'activité, et ces gens-là ont une expérience qu'ils peuvent assez dupliquer d'un système à l'autre, parce que ne nous l'aurons pas, les systèmes se ressemblent énormément. Ils sont largement copiés les uns entre eux, enfin avec les autres. Et du coup, les ETN, finalement, c'est plus de juger d'une évolution technique de la dernière version par rapport à la version précédente. Si la version précédente a posé des problèmes d'étanchéité notamment, c'est su, et les choses changent très très vite. Donc clairement,
le monde de l'assurance construction traditionnelle n'a pas été en capacité de s'adapter. Et alors vous, en tant Comme que courtier, ouais, vous arrivez à convaincre des assureurs, Voilà. si je me souviens bien, Exactement. d'accepter certains produits en enquête de technique Voilà. nouvelle. À travers Comment l'expérience que nous avons pu observer d'une manière très fine cette problématique et nous l'avons explicité à 2 compagnies d'assurance qui ont accepté effectivement de nous suivre techniquement. Sur quels critères? Sur les critères de la qualité des ETN, de retenir les ETN notamment des 2 contrôleurs techniques spécialisés, et bien également du suivi que le marché peut faire, et donc notre propre portefeuille qui n'est pas sinistré, donc le suivi que peut faire ces assureurs du coup qui se sont spécialisés. Et nous avons tout simplement, à travers ces 2 compagnies, le meilleur résultat sinistre à prime du marché de l'assurance construction en France. Et pas sur 3 ans, hein, sur 12 ans. C'est une bonne nouvelle. Donc, voilà. Mais alors, les autres compagnies n'y vont pas. Les autres compagnies n'y vont pas. Ne veulent pas le faire, n'en dégoûtez pas les autres. Je vais me tourner vers mon voisin, donc Daniel Munier, parce que justement les compagnies n'y vont pas, alors qu'il y a des procédés qui pourraient être vraiment qualifiables. Vous avez une idée d'outils, non, pour justement les mettre en valeur? Oui. Alors c'est quelque chose qui est pas disponible pour l'instant, mais surtout je vais le décrire parce que c'est juste une question de temps. Notre syndicat, on porte Aura Digital Solaire, bien sûr. La mise en place d'un outil dynamique mis à disposition sur le web, tout simple, qui déjà simplement recenserait, avec une mise à jour vraiment précise, les différents procédés sous ETN et sous avis technique. Je pense que déjà ce serait la première étape. Ça va pas résoudre la question, mais c'est simplement qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment. Alors avec tous les bémols qu'il y a autour de ça, et à partir de là, c'est de montrer par cette vision qu'on aurait quels sont les trous dans la raquette. Et notamment, je vais vous citer, je pense que ça va faire sourire beaucoup de gens dans cette salle, quand vous avez une toiture avec un isolant de classe B, actuellement, en fait, vous passez votre chemin. Et dans certaines zones industrielles ou commerciales, j'ai envie de dire 3/4, voire quasiment l'essentiel des toitures sont de ce type. Et donc, quand vous faites une étude de potentiel en tant que bureau d'études pour une collectivité ou pour un pool de zones d'activité, de la grande distribution, en fait, au début c'est génial, et puis très rapidement, fermez le banc. Alors que, et c'est là que c'est très important, ces mêmes toitures, de l'autre côté du Jura, en Suisse, alors il y a beaucoup de précautions qui sont prises, mais certaines d'entre elles sont tout à fait équipables de panneaux photovoltaïques. Et donc, je dis pas que, en fait, la Suisse a raison et la France a tort, mais simplement, il y a tout intérêt à mieux connaître de quoi on parle, et ensuite de chercher des solutions techniques. Et j'ai cru comprendre au sein de ce salon qu'un certain nombre de structuristes réfléchissaient fortement à proposer des solutions adaptables pour ce type de cas de figure. Merci. Voilà pour la partie technique. Et maintenant, nous allons parler aussi de la partie compétences et expérience des installateurs, parce que c'est aussi là-dessus qu'ils sont. En effet, je tiens toujours à rappeler, Nicolas les Randria. assureurs vont en effet trouver des solutions, et charge à nous aussi de les auditer en quelque sorte. Côté Fédé, nous on a fait un travail avec les SMA. J'ai échangé encore tout à l'heure avec des gens qui sont présents dans la salle. Il y a vraiment besoin d'identifier, nous, de notre côté, où sont les problématiques, mais toujours derrière, et je le rappelle, c'est pas nous qu'allons payer si vous avez un problème, c'est vous qui êtes présumé responsable. C'est pour ça que tout ce qu'on va faire comme analyse sur un produit, ETN ou avis technique, c'est derrière, c'est vraiment pour vous éviter des problèmes. Et plus cette analyse sera pertinente et technique, et j'insiste beaucoup parce que là on est en train de dire oui, il faut de l'ETN, etc. Mais si dans l'ETN, s'il y a rien dedans et si en effet il n'y a pas d'analyse technique qui est faite, après c'est vous qui allez payer. C'est pas forcément, c'est le fabricant, lui il va se désengager. Nicolas Randria, en fait, j'aimerais vraiment vous entendre sur la partie, parce que sur la partie je tiens à rappeler ça parce que malheureusement je rencontre beaucoup d'entreprises qui s'engagent avec un assureur sans savoir ce qu'il y a dans leur contrat, qui ont l'impression d'être assurés pour tout n'importe quoi. J'ai vu des assureurs qui promettent monts et merveilles, et si l'entreprise ne pense pas à ouvrir son contrat, après, elle risque d'être emmerdée. Donc c'est vraiment un appel à la vigilance et à l'information sur le sujet. Compétences donc. Première compétence, c'est déjà de comprendre le sujet assurantiel.
Et ça, c'est vraiment important. Avant de parler de la compétence électrique, photovoltaïque, etc., ça, c'est des choses que vous avez par votre métier. C'est de comprendre le sujet assurantiel ou d'être accompagné par une organisation professionnelle aussi dans l'analyse de votre contrat. Ça, c'est extrêmement important. En tant qu'entrepreneur, vous êtes habitué à prendre des risques. Mais dans le photovoltaïque, si vous sortez de votre contrat sans le savoir, vous prenez un risque sans le savoir et c'est là où il peut y avoir des problèmes. Donc, pour installer des produits qui sont évalués techniquement, dans le photovoltaïque, un assureur va vous demander en effet d'être compétent à la fois, enfin, sur le chantier final, il y a des compétences en électricité et en couverture. S'il y a des électriciens dans la salle, je dis bien en électricité et en couverture. Il y a beaucoup d'électriciens qui souhaitent aller vers le photovoltaïque, mais qui malheureusement se disent en surimposition, ça va le faire, et ça le fait pas forcément. Parce qu'il faut quand même anticiper l'impact de l'installation sur la charpente existante et aussi traiter le passage de la toiture. Et donc, sur un chantier, il faut travailler ensemble, électricien, couvreur, ou englober tout ça dans une même société photovoltaïque. Les formations qu'on va vous demander dans la démarche, la première, si vous voulez que votre client ait des aides, donc il faudra faire une formation qualifiante pour après bénéficier d'une qualification photovoltaïque RGE. Le côté RGE qui permet d'accéder aux aides est associé à la compétence électrique. C'est-à-dire que si vous êtes couvreur, vous pouvez vous passer, si vous ne souhaitez pas vous qualifier, vous pouvez vous passer de la qualification si vous faites de l'intégré au bâti. Comme on l'a dit, ça se fait de moins en moins. L'autre formation aussi qui va être importante, on a malheureusement assez peu de formations spécifiques couverture photovoltaïque, ça va être de vous rapprocher de votre distributeur ou du fabricant pour être formé sur le produit que vous avez installé. Il n'y a rien de pire que d'arriver sur un toit et se dire merde, comment ça marche. Donc vraiment, de la formation théorique et pratique sur les produits, ça c'est vraiment des étapes qui sont cruciales. Merci. Pascal Alexis, vous avez peut-être une réaction sur cette partie-là, oui, technique, formation. Juste refaire une petite précision quand même. Bien sûr. D'importance. Je voulais préciser que la FFB, la Fédération française du bâtiment, produit tous les 5 ans le président de la SMA BTP. Et donc, dans les points de vue de la SMA, j'ai fait un lapsus, de la FFB, en fait, on a purement et simplement le point de vue de la SMA BTP. La SMA BTP qui est un assureur. À partir de ce moment-là, voilà, l'indépendance du propos est toute relative. Moi, je suis courtier d'assurance, je suis susceptible de travailler avec tout le marché, y compris d'ailleurs avec la SMA BTP. Non, pas du tout, pas du tout. Bon, pour la compétence, alors par contre, nous nous rejoignons totalement. On ne peut pas expédier en toiture des gens qui n'ont jamais vu comment était fait une toiture, donc une couverture, une charpente. Et quand on doit raccrocher des éléments qui vont devoir être bien accrochés, bien solidaires à la toiture au moment d'un coup de vent important, il est important que la mise en œuvre ait été faite conformément au cahier des charges, conformément aux notices de mise en œuvre. Et les seuls sinistres, alors on n'en a vraiment pratiquement plus, mais ceux que l'on a encore, c'est beaucoup des problèmes de mise en œuvre et d'une lecture pas forcément approfondie des notices de mise en œuvre. Donc très attention à ça. Sur la partie électrique, globalement, on a pratiquement plus non plus de sinistralité. Mais encore une fois, le peu de sinistralité que l'on a, c'est pour que, là c'est plus le côté couvreur, quand ce sont les couvreurs qui font la partie électrique de l'installation, de temps en temps ça laisse effectivement à désirer. Donc il y a une appropriation des compétences à faire, et dans cette appropriation, il faut la faire avec un compagnon, une entreprise que l'on associe, ou éventuellement des gens plus spécialisés que l'on va embaucher selon la compétence d'origine. Et vraiment, pour le coup, cette association permet d'éviter les problèmes. Alors, et l'expérience, c'est ça, finalement. Ouais. L'expérience et les compétences. Alors, un instant avant, je voudrais passer la parole à Richard Loyen. Ce genre d'attaque de cours d'école, je pense que ça n'a pas sa place ici. Par rapport aux relations entre la Fédération française du bâtiment et la SMA BTP. Alors oui, nous sommes très proches de la SMA BTP, c'est vrai. Pourquoi c'est intéressant pour nous? Je l'ai rappelé, moi je suis pas salarié de la SMA BTP, je suis salarié de la Fédération française du bâtiment. Mon objectif, c'est pas de défendre la SMA BTP, c'est de défendre les installateurs. Et je pense que tous les installateurs avec qui j'ai échangé sont d'accord avec moi là-dessus. Ok, donc ça c'est dit. Donc la démarche auprès de la SMA BTP, pourquoi ce rapprochement entre le GMPV et la SMA BTP a été important? Parce que la SMA BTP met le gouvernail de la politique assurantielle.
entre autres, au sein de la Fédération des assureurs. Donc si on arrivait à faire bouger la SMA BTP et la SMA BTP sur le photovoltaïque, ce blocage politique dont on n'a pas parlé mais qu'il y a eu, on arrivait à le faire sauter. Ce blocage politique, il a cédé. Maintenant, on a des politiques de souscription qui valent ce qu'elles valent, mais qui ne sont plus de refus pur et simple, contrairement à ce qu'on a eu il y a quelques années. Au niveau de la Fédé du bâtiment, si vous avez des remarques, on prendra après pendant les questions. Maintenant, je vais demander à Richard Loyen d'intervenir sur 2 minutes encore sur notre politique vis-à-vis de la SMA BTP. Nous avons droit de réponse. En droit de réponse. Nous avons signé un partenariat avec la SMA BTP en 2019. L'objectif de ce partenariat n'était pas de trouver uniquement des solutions pour les adhérents. Au contraire, quand il y a des adhérents qui me disaient vers qui je me tourne pour me faire qualifier, je dis ne va pas vers la SMA BTP, va plutôt à la MAF, va ailleurs, parce qu'actuellement la politique de souscription n'est pas pertinente. Donc voilà vraiment pour rappeler que ce que je dis, c'est pas pour vendre la soupe d'un assureur ou d'un autre, c'est vraiment pour vous, entreprise, pour que vous ayez une activité qui se développe sereinement avec un assureur qui est là pour répondre à vos besoins. En effet, maintenant, la SMA BTP, on fait un travail depuis 2017 sur le sujet pour qu'il bouge au niveau politique et au niveau souscription. On a encore des problèmes qu'on identifie, mais moi j'invite l'ensemble des syndicats et des organisations professionnelles à faire le même travail chez d'autres assureurs. C'est très bien de dire ça fait 5 ans que ça ne bouge pas, etc. Mais à quel moment les autres organisations vont faire ce travail d'analyse, de diagnostic chez les assureurs? Merci beaucoup. Je crois que là, pour votre droit de réponse, vous avez eu le temps de développer votre point de vue. Merci beaucoup. Richard Loyen, d'Enerplan, vous vouliez réagir peut-être sur ce qui vient d'être dit, sur la compétence, plutôt sur la partie des compétences, exactement, des installateurs. On a un nombre, y compris des installateurs qui faisaient du métier d'installateur, d'électricien, couvreur, qui vont se former en photovoltaïque et qui malheureusement n'arrivent pas à s'assurer. Donc ça, c'est un fait. Aujourd'hui, c'est un problème. On n'a que 1600 entreprises quali-PV. Il y a des milliers de personnes qui se forment tous les ans et qui sont à la porte du marché et qui finalement ne peuvent pas travailler. Donc ce droit à travailler aujourd'hui, il va falloir qu'on le résolve parce que on manque de bras, on manque de compétences. Alors ça profite aux entreprises qui sont déjà dans la place, parce que quelque part elles ont un monopole, ou un oligopole, mais on a besoin de beaucoup plus d'entreprises. Quand je vois toutes celles qui sont ici, sans doute, ne sont pas encore actives. Deuxième point que je voulais vous apporter sur l'assurance décennale, c'est sur les pergolas, les ombrières de parking, les carpotes. On pourrait se dire, il n'y aura pas d'impropriété à destination, parce que c'est pas rattaché au bâtiment. C'est sur mon parking, devant ma maison, etc. Ça va pas rendre impropre, il ne va pas y avoir de fuite, il ne va pas y avoir d'incendie. Je voudrais juste appeler un point de vigilance, c'est quand ces installations sont en autoconsommation, elles participent à la performance énergétique de votre bâtiment. Et si vous prescrivez que vous allez avoir énormément d'autoconsommation, énormément d'économies, et qu'in fine, elles ne sont pas, parce que vous allez réinjecter beaucoup, on va pouvoir venir vous tirer par les bretelles en vous disant mais on consomme beaucoup plus que ce qui était prévu, donc ça doit rentrer dans la décennale. Donc voilà, on peut avoir après des effets de bord sur des technos qui étaient absolument pas rattachés au bâtiment, mais vu qu'elles concourent à la performance énergétique des bâtiments, malheureusement, c'est un fait, elles peuvent être rattachées à la décennale. Donc pas tant sur la mise en œuvre que sur la performance qu'elles apportent au bâtiment. Et donc des projets qui se retrouvent aussi freinés par le manque. Non, c'est simplement c'est la vigilance du prescripteur de ne pas promettre monts et merveilles. Je vois sur les sites internet 70%, 80% d'économie sur sa facture d'électricité. Je rappelle que le soleil ne brille pas la nuit et on en a très peu l'hiver. Donc c'est inconsidéré et ces gens-là se font rattraper à un moment ou à un autre. Et malheureusement, les promesses inconsidérées, c'est ceux qui resteront à la fin et qui font les bonnes affaires, qui seront encore les coupables de ceux qui ont mal travaillé. Merci Richard Loyen. Daniel Munier, oui, Aura Digital Solaire. J'aimerais bien aussi qu'on parle de choses concrètes. Alors, avant de faire des propositions, la France actuellement a 15 gigawatts installés. À 2050, on peut être à peu près d'accord pour qu'il y en ait à peu près au moins une centaine. Actuellement, le marché de la toiture, c'est à peu près 800 mégas par an, tout mouillé. Voilà. Et je vous rappelle que dans cette logique-là, à 2050, à peu près la moitié du marché, sans doute, de la puissance installée sera sur les toitures. Et le bâtiment neuf, c'est moins de 1% du parc. L'essentiel, donc, des 50 gigawatts d'ici 2050 qu'on va installer, ça va être de la toiture existante. Et qui n'est pas le mieux placé qu'un électricien, artisan, couvreur, qui fait des travaux sur ces bâtiments-là
pour pouvoir le faire. Et quand on a dit ça, on rajoute aussi la couche, et là peut-être que ce salon vous l'a montré, en termes de matériel, dans l'année 2023, on va sans doute avoir de la dispo bien meilleure qu'en 2022. Et donc, beaucoup de professionnels autour de moi commencent à penser que le facteur limitant du déploiement du photovoltaïque en France en 2023, 2024, 2025, ça va être l'installation. Il y a à peu près 200, entre 100 et 200 gigawatts de puissance fabricable dans le monde actuellement par an, sans problème. Et en Europe, en fait, depuis le début de l'année, on a expédié à peu près 80 gigawatts de modules. Et le marché européen, c'est 50. Donc pour l'année prochaine, sans doute qu'il y aura de la dispo de modules. C'est un marché qui va très vite, donc localement, ça va peut-être être compliqué. Mais encore une fois, beaucoup de facteurs limitants, ça va être ça. Et donc, il faut absolument qu'on trouve des solutions pour qu'on puisse vous permettre de poser le matériel qui sera à votre disposition. Et pour une dernière idée que je soumets, alors c'est peut-être un sujet à débat, c'est qu'il y a un certain nombre de professionnels qu'a cité Richard, qui ont les compétences, qui se forment, qui sont bloqués. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de tester, comme dans d'autres pays, à titre exploratoire, pour montrer aux assurances, un installateur qui est bien équipé, qui a de l'expérience, on l'assure pour un premier chantier, on fait un audit, ça coûte assez cher, mais le marché, à mon avis, va nous le permettre, parce qu'on a plus de marge qu'avant, notamment en autoconsommation. Et en fait, on peut le répéter 2, 3, 4, 5 fois. En fait, une certaine forme d'assurance ponctuelle par chantier probatoire. Voilà, c'est une idée que je mets sur la table. Pascal Alexis, que pensez-vous de cette idée? Ça peut convaincre les assureurs avec qui vous travaillez? Nous l'expérimentons avec 3 gros développeurs réalisateurs, avec une période probatoire de 3 mois, où l'entreprise est totalement accompagnée par l'équipe technique du contractant général, elle-même intervenant en sous-traitance, donc, avec l'obligation d'arriver au moins à 6 chantiers sur la période. Globalement, s'ils n'ont pas fait trop de conneries sur les 6 chantiers, il n'y a pas de raison qu'ils fassent exprès d'en faire après. Donc, et le système fonctionne bien. Et du coup, par cette voie-là, nous arrivons à rendre assurables des gens qui, sur le papier, faute d'expérience prouvable et de compétences avérées, étaient inassurables. Et donc, par cette voie-là, enfin notamment parce que nous avons différents créneaux d'approche, mais par cette voie-là, nous arrivons globalement à augmenter d'une dizaine de poseurs tous les mois, l'assurabilité pour 10 poseurs supplémentaires tous les mois. Donc, c'est une voie qui manifeste. Finalement, c'est la voie de l'apprentissage, c'est une notion importante dans le bâtiment et ça fonctionne bien. Le mot de la fin, Richard Loyen, puis on passera au hangar agricole. Oui, c'est quelque chose aussi qu'on propose, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui se forment, aujourd'hui, monter leur entreprise, elles vont peut-être pas pouvoir directement être assurées, mais aller passer 1 ou 2 ans dans une entreprise qui exerce et qui est assurée leur permettra demain de fonder leur propre entreprise et d'être assuré. Donc c'est un peu un frein, il faut travailler 2-3 ans en tant que salarié avant de pouvoir monter. Et côté Dernière-Plan, nous on milite pour un fonds de garantie qui serait un fonds au-dessus des compagnies d'assurance qui permettrait de les rassurer sur les primes qu'elles pourraient éventuellement devoir verser pour résoudre des désordres. Merci beaucoup, voilà plein de bonnes idées, j'espère qu'elles seront entendues. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette table ronde, donc qui concerne aussi une problématique de manque d'assureurs intéressés pour assurer les toitures photovoltaïques sur hangar agricole. Et puis après, nous aurons un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure pour poser des questions sur les sujets qui viennent d'être abordés. Alors, hangar agricole, donc la question c'est que là, on parle d'assurance dommage aux biens. Donc, j'invite Éric Delage, directeur des risques techniques pour MSIG, donc un assureur de risques industriels, à nous dire justement ce qu'il en est et pourquoi les assureurs sont si frileux. Est-ce qu'il y a vraiment tant de sinistres sur les hangars agricoles? Est-ce qu'ils perdent de l'argent? Se passe-t-il? Je crois que vous avez des chiffres à nous révéler. Alors, pour resituer éventuellement MSIG, pour ceux qui ne connaissent pas, on n'est pas un assureur grand public. C'est une compagnie d'origine japonaise. En Asie, on est leader. En France, on est uniquement centré sur effectivement des marchés d'entreprise. Mais au niveau de la filière photovoltaïque, nous assurons à peu près un tiers du parc français. Donc, normalement, il y a à peu près 1 personne sur 3 dans la salle qui doit être assurée chez nous.
Au niveau en fait de ce type particulier d'installation photovoltaïque, le hangar agricole, effectivement, on a une difficulté, nous, assureurs, à aller dessus. J'ai des confrères qui vraiment refusent complètement la souscription de ce type de risque parce qu'aujourd'hui, ça reste une typologie de risque très particulière dans l'univers de la toiture. La raison, elle est principalement portée par les sinistres et effectivement, c'est ce que je voulais échanger, partager avec vous, afin de vous montrer un peu quelle est la situation de ce micro-secteur. En fait, sur le portefeuille MSIG, donc qui est quand même relativement significatif par rapport au marché français, nous avons fait une étude, un comparatif entre 2014 et 2021 sur les causes, les raisons des sinistres et aussi l'importance que ces sinistres pèsent. En termes de causes, principalement, on voit que l'assurance des dommages des centrales photovoltaïques va être impactée par en fait des causes qui ont évolué entre 2014 et 2021. On voit en gros que la proportion des causes internes a fortement été réduite. Pourquoi ? Parce que tout simplement la technologie, et ça rejoint un peu le sujet de la décennale, les produits sont mieux maîtrisés, les techniques d'installation sont mieux maîtrisées, mais par contre, les facteurs externes, eux, prennent de plus en plus de place. Ça va être par exemple les événements naturels, le vol et l'incendie d'origine externe. Et en fait, là, spécifiquement en agricole, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet car en fait, quand on regarde en montant, en fait, on voit bien que alors c'est le camembert en vert, non, c'est pas vert, en rouge, pardon. En fait, on voit bien que, par exemple, l'incendie d'origine interne, c'est-à-dire un boîtier de jonction qui va poser problème, qui va générer un incendie, cette portion-là, donc en orange, c'est fortement réduite. Pourquoi ? Parce que les composants sont plus sûrs. A contrario, l'incendie externe, donc c'est-à-dire le fourrage qui brûle, par exemple, le tracteur qui brûle et qui entraîne une perte complète de la centrale, cette portion-là a tendance à plutôt augmenter. Les autres causes de sinistres qui ont vraiment pris de la place en 2021, ce sont les événements naturels et le vol. Donc en fait, sur ces facteurs-là, le problème est que peut-on mettre, quels sont les moyens de prévention qu'on pourrait mettre en œuvre? Et là, la plupart des assureurs se disent que ce sont des causes sur lesquelles on n'a quasiment pas de moyens d'action. Donc, ils considèrent que, comme c'est insoluble, on ne peut pas y aller. Chez MSIG, on a une approche un peu différente, qu'on a construite au fur et à mesure des années, afin d'essayer d'accompagner quand même nos clients et la filière. Sur le vol, on a beaucoup travaillé sur de la prévention. Sur les événements naturels, bon, bah ça c'est un peu, la fatalité. Et là, effectivement, il n'y a pas grand-chose pour s'en prémunir. Par contre, sur l'incendie d'origine externe, on essaye, et on l'a fait notamment avec Pascal Alexis et d'autres courtiers, également, on essaye de travailler sur des bonnes pratiques, à essayer de communiquer aux agriculteurs par l'intermédiaire des installateurs, des exploitants. Alors pourquoi c'est important aussi ? Parce que tout simplement, au niveau de la sinistralité que nous rencontrons, c'est-à-dire le ratio entre les sinistres payés et les sinistres, donc les indemnisations qui sont versées et les primes qui sont payées, on voit qu'il y a une forte dégradation globalement sur le secteur du photovoltaïque. De 2017 à 2021, on voit, c'est la petite barre en vert foncé, ça a tendance à augmenter. Aujourd'hui, je peux le dire, je suis sponsor de la filière. C'est-à-dire que ça ne me rapporte quasiment rien d'assurer des centrales photovoltaïques. Tout ce que je reçois de primes, je le repaye en sinistre. Par contre, ce qui est le plus problématique pour d'autres assureurs, c'est qu'effectivement, quand on fait un focus sur le hangar agricole, on voit vraiment que c'est là que se situe le problème, parce que ça porte la majorité de la sinistralité. La barre grise à droite. Tout à fait. C'est ça. On voit que la part agricole Alors vous allez augmente. me dire, oui, mais moi j'ai pas de sinistre. Oui, parce que, et là c'est la barre vert clair, on voit que la majorité de la sinistralité est portée par des sinistres supérieurs à 150 000 euros. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas une problématique de petits sinistres qui viennent s'accumuler, mais c'est plus des gros sinistres qui surviennent et qui viennent vraiment impacter la filière. Et en fait,
là est le vrai sujet. C'est arriver à maîtriser ces gros sinistres. Et ces sinistres sont effectivement sur ces 3 causes, du vol, de l'événement naturel et de l'incendie. L'incendie, ça veut dire tout simplement que vous avez un hangar qui brûle et vous avez une perte totale de la centrale. Voilà, vous avez bien distingué incendie interne qui était auparavant le matériel photovoltaïque, il n'y en a presque plus en sinistre. Maintenant, ce sont des incendies externes, c'est ce qui est en dessous. Et donc, d'où l'importance d'accorder de l'attention à ce qui est en dessous du hangar. Tout à fait. C'est le travail qui a été fait, en fait, et c'est ce en quoi on croit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en phase un peu d'investissement, c'est de se dire qu'il va falloir réellement que beaucoup plus, il y ait un message sur des bonnes pratiques qui soient communiquées aux agriculteurs pour que justement on voit cette sinistralité diminuer, que ces bonnes pratiques soient aussi accompagnées sur le terrain par exemple les techniciens de maintenance lorsqu'ils passent faire les vérifications ou la maintenance des centrales, et également peut-être un volet de sanctions. Alors comment il peut se traduire? Tout simplement par de la rédaction au niveau du bail. Si aujourd'hui dans le bail on garde la renonciation à recours telle qu'elle est prévue dans quasiment tous les baux aujourd'hui, mais en fait il ne se passe rien. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant de c'est ce que ça veut dire la renonciation à recours. Est-ce que vous pouvez la renonciation à recours, c'est un principe spécifique au photovoltaïque qui, dès lors que vous louez la toiture, vous convenez avec votre bailleur que en cas de sinistre, chacun sera quitte de payer sa partie et ses dommages, donc d'aller voir son assureur, mais il n'y aura pas un recours contre le responsable on va dire de l'incendie. Donc s'il y a de la paille et que l'agriculteur met le feu sans faire exprès avec son tracteur chaud à la paille et que ça brûle les panneaux solaires, l'assureur des panneaux solaires ne pourra pas se retourner contre l'assureur de l'agriculteur. Il a la charge sinistre. Donc il devra payer tout seul. Voilà, et la charge sinistre, alors que je vais dire l'exploitant de la centrale n'est pas responsable, eh bien la charge sinistre reste sur son contrat d'assurance et donc du coup il est pénalisé. Et on arrive à des situations cette année où les renouvellements sont un peu tendus parce que justement on a ces phénomènes de clause de recours, de renonciation à recours, pardon, qui nous ont bloqués sur éventuellement... Qui freinent des assureurs aussi, voilà. On comprend. Alors avant de continuer sur les solutions possibles, je voulais demander à Richard Loyen peut-être son avis sur ces chiffres quand même qui sont révélés peut-être pour la première fois. On a enfin des chiffres sur la sinistralité. Alors bon, je rappelle que c'est au sein d'MSIG pour les hangars agricoles, mais comme c'est déjà bien. Qu'en pensez-vous? Je suis satisfait parce que la filière a fait le job. On avait des installations photovoltaïques qui généraient des désordres avec des arcs électriques, des problématiques comme ça. C'était la petite part jaune là, qui était assez dans le camembert significative, on va dire, et qui aujourd'hui devient hyper restreinte. Donc la filière a fait le job, a amélioré les locaux techniques, le câblage, etc. On a peut-être aujourd'hui des dispositifs anti-incendie, comme on peut avoir dans d'autres établissements recevant du public, qu'on devra mettre dans les hangars agricoles pour la problématique incendie. Le côté événement climatique externe, on n'y peut rien. Et la problématique vol, on n'y peut rien. Et la problématique vol, elle est sur les bâtiments agricoles. Mais de plus en plus de mes membres me disent que c'est aussi sur les centrales au sol. On a été alerté par la gendarmerie nationale aujourd'hui avec des câbles qui disparaissent, des modules qui disparaissent. Il va falloir qu'on ait une action de surveillance, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est devant nous. Et l'autre point que je voulais dire pour attacher avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, l'Europe a décidé que tous les nouveaux bâtiments seraient solarisés et que tous les bâtiments rénovés seraient solarisés. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions dans notre pays pour qu'on puisse solariser des bâtiments qui soient assurables et que les installateurs qui font les installations soient également assurés. Donc voilà, c'est quelque chose qui est devant nous, ça se passe dans toute l'Europe. On va pas faire le village gaulois où parce qu'on a la loi Spinetta et la décennale, ça reste continuellement en blocage. Merci. Daniel Munier, vous avez aussi une réaction par rapport pareil, à je découvre les chiffres, je suis super content parce qu'en fait les deux graphes entre 2014 et 2021, ça montre très clairement, enfin si je lis à peu près correctement, que finalement on n'a plus la même échelle. C'est-à-dire qu'en 2014, sur l'ensemble des sinistres, le voltaïque constituait une part importante. Et en 2021, pourquoi le facteur externe devient énorme? C'est tout simplement parce qu'il prend la place en termes de coûts. Et le photovoltaïque n'est pas responsable. Je voulais donner une précision on parlait de facteurs externes. La filière aussi fait des choses. Vous avez sans doute, pour certains d'entre vous, eu des cas de grêle.
La grêle, je rappelle, en Europe, quand on met en place un module photovoltaïque, il doit absolument être capable de résister à 25 mm. Donc déjà, c'est une grêle significative. On a des normes et certains fabricants proposent des modules qui sont conformes RG4, s'il y en a auquel ça parle. C'est-à-dire que c'est un test à 40 mm. Et c'est vendu. Il y a des modules qui sont vendus là-dessus. Donc en fait, la filière est capable aussi... Alors, s'il y a une grêle absolument exceptionnelle, comme on a connu dans le Grand Est, avec des morceaux à 60 mm, là, ça va devenir très compliqué. Mais 40 mm, on sait tenir à ça. Et donc, je pense que c'est aussi un très bon signe que, en fait, notre filière s'adapte aussi, tant qu'elle le peut, pour être résistée, on va dire, à des événements externes qui sont absolument gênants par rapport à notre pérennité. Merci pour cette information. Éric Delage, j'aimerais qu'on continue sur justement les solutions possibles, les bonnes pratiques. Alors, quelles sont-elles pour éviter les sinistres externes? Alors, les événements naturels, on peut pas grand-chose à part en technologie. Là, on vient d'entendre parler. Oui, voilà. Sur les événements naturels, bon, à part la grêle, où éventuellement, effectivement, on pourrait choisir des panneaux qui soient un peu plus résistants. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, surtout quand on a des événements. Et ça, c'est quand même l'effet du changement climatique, des événements de très forte intensité qui dépassent les modèles, qui se produisent dans des zones où ils n'étaient pas forcément en plus attendus. Donc bon, d'où l'application des Eurocodes d'ailleurs dans la conception, et parfois de ne pas garder les normes NV66, mais bon, qui sont les Eurocodes pour le design. Nous recommandons quand même plutôt de prendre ces normes-là plutôt que de conserver les NV66 pour la conception, qui sont des vieilles normes qui ne sont pas remises à jour et qui ne tiennent vraiment pas compte du changement climatique. Voilà. Et alors, concernant les bonnes pratiques. Concernant les bonnes pratiques, en termes d'usage, les usagers en dessous des toitures photovoltaïques, des agriculteurs. Aujourd'hui, on va dire que le minimum du minimum, c'est quand même d'avoir des clauses de respect sur comment on stocke du fourrage. Et aujourd'hui, il faut savoir, on n'est pas les seuls à porter ce message vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, les agriculteurs eux-mêmes ont une pression de la part des assureurs agricoles, du Groupama, du MMA, et c'est d'ailleurs le cas par exemple chez Groupama, leur finance par exemple des sondes pour vérifier la température à cœur du fourrage, pour être sûr qu'il n'y a pas un phénomène d'autocombustion qui démarre. Donc il faut vraiment essayer d'insister sur ça et faire le maximum pour que les agriculteurs suivent ces recommandations. Parce que c'est la clé pour éviter, notamment, comme ça a été le cas cette année, peut-être un petit peu moins qu'en 2020, où on a eu, sur 15 jours, entre, on va dire, fin juillet et début août, à peu près, je dirais une dizaine d'hangars agricoles qui sont partis complètement parce que le fourrage avait été rentré trop vite, trop humide, et il y a eu un phénomène d'autocombustion. Alors, est-ce que vous voulez dire que les contrats d'assurance peuvent obliger, par exemple, si ces pratiques ne sont pas réalisées, vous n'assurez pas ou vous ne couvrez pas le dommage? Certains assureurs peut-être le feraient. Chez MSIG, on a décidé que ça, l'action qui est demandée, elle porte sur l'agriculteur, pas sur l'exploitant. On ne peut pas raisonnablement pénaliser, si on veut être un bon assureur, on ne peut pas pénaliser l'exploitant du fait que l'agriculteur n'ait pas fait quelque chose. Oui, non, je voulais dire... Par contre, ce qu'on peut effectivement essayer de faire avec l'exploitant, c'est de retravailler les baux pour faire en sorte que cette fameuse clause de renonciation à recours, elle tombe si l'agriculteur n'a pas suivi les bonnes pratiques. D'accord. Je comprends la logique. Alors, il n'y a pas que les bonnes pratiques. Les assureurs ont besoin de... je vois que vous avez dit sinistre sur prime 100%, donc vous ne gagnez pas d'argent. Pas cette année. Pas cette année. Vous allez augmenter les primes? C'est au programme. C'est au programme. Vous avez une idée un peu des primes d'assurance que pour en général Alors, spécifiquement en agricole, comment dire, un assureur, pour calculer son tarif, fait on va dire des études sur des portefeuilles, ce qu'on appelle de l'étude actuarielle. Donc en prenant un échantillonnage de sinistres, en voyant quelle est l'évolution et en se disant voilà, pour couvrir la sinistralité de tel type de risque, il me faut un taux de prime à ce niveau-là. Depuis le début,
en photovoltaïque, le modèle qui a été pris pour les toitures, c'est le modèle du risque industriel. Or, le risque agricole ne colle pas du tout. Nous avons refait ce travail actuariel chez MSIG en 2021. Et en fait, effectivement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout sur le bon modèle. Et pour, juste prendre un exemple, un agriculteur, quand il veut assurer son hangar agricole, lui, quand il va chez Groupama, chez MMA, chez AXA, on va lui demander, par exemple, pour assurer une valeur de 100 000 euros, on va lui demander une prime d'environ 3 à 4 000 euros, voire 5 000 euros. Pour Donc, son exploitation. ça fait du 3 à 4%. Pour son exploitation. Pour son exploitation. Et vous, en tant qu'assureur de la toiture solaire? Et nous, aujourd'hui, on était plutôt de l'ordre de, 1 pour 1000, 2 pour 1000. Donc ça veut dire, au lieu de payer 5 000, c'est comme si on facturait 200 euros. Donc on voit bien que le problème du S sur P, il n'est pas forcément sur le S. C'est parce vous étiez à 1 ou 2 euros pour 1000 euros de valeur et vous allez... Il y a trop de sinistres, c'est aussi que la prime, elle était peut-être pas tout à fait adaptée au risque. Trop basse de votre point de vue et vous allez augmenter combien? Fois 2, fois 3? On a essayé de revoir le modèle. On a vu aussi que la combinaison taux-franchise peut être différente, c'est-à-dire qu'en agricole, un agriculteur supporte habituellement des franchises très basses. Donc, vous allez mettre des franchises plus élevées sur la franchise. On peut écrêter quand même beaucoup de petits sinistres et avoir des taux qui soient pas ceux d'un agriculteur, mais un peu plus élevés que ce qu'on faisait sur du risque industriel classique. D'accord. Donc c'est ce à quoi la filière doit s'attendre, une augmentation des tarifs des assureurs et des franchises. Richard Loyen, vous voulez réagir? Non, enfin, j'ai une augmentation pour des taux, pourquoi pas, parce qu'il faut arriver à un ratio sinistre sur prime qui soit positif, quand même. Enfin, je pense, sinon, il va pas continuer longtemps son métier d'assureur. Donc, du moment que ça reste raisonnable. Mais aujourd'hui, nous, notre problème, il est pas tant sur l'agricole, qui est un segment de marché. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 10 ans, une installation de 100 kilos, elle valait 1 million d'euros. Maintenant, elle en vaut 100 000. Donc, entre guillemets, ce qui est supporté en termes de désordre pour les nouveaux hangars agricoles, 1 million 100 000, ça fait quand même largement moins. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous en tenez compte de ça? Ça coûte moins cher à réparer? Alors, ça a coûté moins cher, c'est en train de remonter un petit peu. Ah. Oui, bon. Ça rebaissera l'année prochaine. Il y a un petit peu d'inflation. Ok, donc on voit qu'on est vraiment... C'est un épargne. Une petite précision. 30 secondes. Le taux reflète une fréquence de sinistralité et un calcul mathématique qu'on appelle actuariel, mais il s'applique à des assiettes. Si l'assiette a été divisée par 10, la prime, elle est divisée par 10, parce que le taux s'applique à l'assiette. Donc les assureurs ont aussi 10 fois moins de primes. On fait partie des rares industries qui ont vu, pour un même watt produit, leur chiffre d'affaires divisé par 10. C'est quand même pas facile de fonctionner dans ces conditions. Donc, à la sortie, il y a des déficits qui sont... Bon, pour MSIG, c'est un équilibre qui n'est pas satisfaisant parce que, comme n'importe quelle entreprise, il faut quand même dégager du revenu. Mais il y a donc des confrères assureurs sur le marché qui, eux, boivent le bouillon carrément. Donc, on ne peut pas s'étonner que ces compagnies sortent. C'est très courageux de la part de MSIG de mettre les choses sur la table. Il faut savoir que beaucoup d'autres ne discutent pas. Ils sortent complètement du marché. Ils résilient. Et si les clients leur disent on pourrait faire x2, x3 sur les primes, non, même pas. Ils sortent. Oui, parce qu'ils veulent pas vraiment s'y pencher. Heureusement que des fois vous êtes là pour essayer de les convaincre. Écoutez, merci beaucoup, c'est très intéressant. On voit que on peut apprendre, on peut s'écouter et apprendre des choses les uns les autres. Et on espère que vous avez des questions pour nos intervenants sur ces sujets, aussi bien de l'assurance décennale. Alors, Madame là-bas, est-ce qu'il y a un micro? Voilà. Donc l'assurance décennale ou l'assurance des hangars agricoles ou autre question. Bonjour. J'ai une question sur le dernier sujet à propos des renonciations à recours réciproque. Moi, j'ai des difficultés en tant que développeur à assurer parce que j'ai pas mal de hangars agricoles. Et par exemple, j'ai un bailleur qui me demande de renoncer à cette renonciation. Et mon courtier me dit aujourd'hui, ah ben non, on veut pas, c'est pas possible, l'assureur ne voudra pas renoncer à la renonciation. Sauf que quand je vois les chiffres que vous présentez, pourquoi est-ce que vous ne renonceriez pas à la renonciation pour certains projets? Pascal Alexis. Alors en fait, le business model du marché, dès l'origine, est parti sur le principe de la renonciation à recours, parce qu'il ne fallait pas gréver
les résultats des SPV photovoltaïques avec trop de frais. Donc, pour éviter d'avoir trop de frais, il fallait alors éviter de garantir des risques locatifs qui pouvaient être abyssaux par rapport à la prime d'assurance de la centrale. Donc, pour éviter ça, la renonciation à recours faisait que chacun s'assurait de son côté. Et pour le coup, on évitait à chaque partie d'avoir à payer des surprimes. Le modèle, dans le photovoltaïque sur toiture agricole, fait que maintenant, on aurait intérêt quasiment à ce que le modèle soit inversé. Si ce n'est aussi que les multirisques photovoltaïques sont dans toutes les compagnies gérés par les départements risques techniques. Et les départements risques techniques n'ont pas dans leur catalogue d'assurance de risque locatif. Donc, si on annule la renonciation à recours, le propriétaire de la centrale va devoir garantir les bâtiments de l'agriculteur en risque locatif. Alors, sur un bâtiment agricole, ça ne va pas coûter trop cher. Mais sur le même modèle, sur du bâtiment industriel, ça va coûter beaucoup, beaucoup plus que le prix de l'assurance de la centrale elle-même. Donc, il y a cette problématique, plus une difficulté technique qui fait que les assureurs risques techniques ont beaucoup de mal à garantir les risques locatifs ou alors dans une faible proportion. Donc, nous travaillons là-dessus. Le marché est en train de bouger. Et effectivement, les renonciations à recours ne seront plus totalement prescrites dans tous les cas. Merci. Avez-vous d'autres questions? Vous pouvez juste lever la main. Alors, monsieur et vous. D'accord. Alors, écoutez, monsieur et ensuite... Bonjour. Je voulais poser une question par rapport aux assurances parce que nous, on a un souci par rapport au chiffre d'affaires. Donc, on a du mal à être assuré par rapport à ça. Donc, et je vois qu'il n'y a personne qui en a... Il y en a personne qui en a parlé en fait. Parce que nous, on a un gros problème par rapport à ça. On nous empêche de travailler, mais on nous demande de faire un chiffre d'affaires. Pardon, j'ai pas entendu le début de la question. D'accord. Qui veut répondre? Sur les chiffres d'affaires, vous avez des assureurs en effet qui vont demander un certain chiffre d'affaires pour vous assurer. C'est clair parce que ils veulent avoir des sous. Hein. C'est ça le truc. Donc, si vous êtes une petite structure, il faut vous tourner vers les assureurs de la construction, ceux qu'on a cités, je ne vais pas les reciter, qui seront capables d'étudier votre dossier, même si vous êtes en création d'activité ou même avec un faible chiffre d'affaires. Alors d'aujourd'hui, on a 14 ans d'expérience dans ce domaine-là. On est à 42 refus de compagnies d'assurance. Ça veut dire que donc dans les problèmes, en fait, souvent, dans les assureurs, vous avez un interlocuteur qui peut-être ne comprend pas le sujet. Et donc, il va donner un refus comme ça, alors même si sa politique de groupe est différente. Donc, ce qui est important, comme je le disais, c'est de vous rapprocher éventuellement d'une organisation professionnelle. Je ne vais pas refaire de pub pour la mienne, mais peu importe l'organisation professionnelle, pour vous faire accompagner, pour bénéficier aussi du pouvoir de lobbying qu'ils ont pour que votre dossier passe à plus haut niveau. Et être accompagné dans la constitution du dossier. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on en prenne contact. Parce que là, ça me semble... Vous devez avoir un chiffre d'affaires quand même au bout de 14 ans qui dépasse les 200 ou 300 000 euros par an. Ah, vous n'entendez pas? Allô? Oui, c'est bon. Vous m'entendez là maintenant? Oui. Ouais. J'imagine que vous devez avoir un chiffre d'affaires qui atteint ou dépasse les 200 ou 300 000 euros au minimum au bout de 14 ans. Donc, le chiffre d'affaires ne doit pas être un obstacle, là. Quelqu'un qui, effectivement, arrive avec un chiffre d'affaires de 40 ou 50 000 euros et qui doit faire face à une prime minimum de marché qui tourne aux alentours de 4 à 5 000 euros, c'est sûr que, pour le coup, c'est 10% de son chiffre d'affaires, donc c'est très dur. Donc, les assureurs préfèrent, mais tous, là, pour le coup, ne pas répondre. Maintenant, parce que c'est totalement disproportionné. Maintenant, après, il y a quelque part un ticket d'accès au marché. Et à partir du moment où on est à peu près certain d'avoir un business model qui va faire décoller l'entreprise pour atteindre au bout de 2 ou 3 ans les 200 ou 300 000 euros, on sait qu'il faut au moins ça pour arriver à vivre de cette activité. Eh bien,
on peut imaginer quand même que le ticket d'entrée à 4 ou 5 000 euros devient pour le coup largement supportable parce qu'il n'augmentera pas ce ticket. Le ticket, c'est une prime avec un pourcentage sur le chiffre d'affaires et un minimum de prime. Tant que vous n'avez pas atteint ce minimum, vous restez avec ce minimum. Donc, il y a quelque part un ticket d'accès au marché, puisque la moindre mise en cause génère l'envoi d'un expert et d'un avocat en décennale, le plus souvent, surtout si, en plus, on a un problème de dommage ouvrage. Donc, l'assureur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut pouvoir payer au moins une fois dans l'année un expert d'assurance et donc un avocat qui viendra défendre les intérêts communs de l'assuré et de l'assureur. Et il faut ça. Merci, Pascal Alexis. Je crois que monsieur avait J'ai pas fini. J'avais pas fini. Allez-y. Le souci, je pense, qui peut bloquer dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'installateurs, mais pas de mainteneurs. Nous, on est une société qui est spécialisée où on reprend les anciennes installations qui ont plus de 10 ans, où on change toute l'étanchéité, on change les panneaux. S'il y a des problèmes d'onduleurs, on s'en occupe aussi. Donc on refait du rétrofit sur des installations comme ça. Et personne ne nous suit en fait. En un mot, il a dit, alors là c'est plus difficile parce que sur un acte de maintenance où vous allez peut-être facturer 1 000 euros, vous allez engager votre responsabilité décennale sur la totalité de l'ouvrage. Et donc l'assureur a beaucoup de mal par rapport à ça. Mais on a quand même quelques martingales pour y arriver. Discutons-en. Et au-delà de ça, de toute façon, on a besoin d'entreprises comme vous avec de l'expérience sur le marché, des entreprises qui sont capables de reprendre des anciennes installations. Et donc clairement, ce qui vous manque, c'est un échange avec l'interlocuteur technique de votre assureur ou votre futur assureur. Et vous avez en effet des personnes qui font peut-être du barrage, alors que ça devrait directement monter à la personne qui a justement cette analyse technique dont manquent cruellement les assureurs. Monsieur, la question. Alors après, pour des questions, mais des cas vraiment très particuliers, je crois que à la fois Pascal Alexis, mais aussi la FFB ont un stand ici, si vous voulez aller les voir sur leur stand. Hein. Monsieur. Oui, moi j'avais une question pour les assurances aussi. On voit que le photovoltaïque, c'est plusieurs métiers. Ça peut être du parc au sol, ça peut être du bâtiment, ça peut être des ombrières. Tout à l'heure, vous avez expliqué qu'effectivement, attention, c'est pas parce qu'on est sur une ombrière qu'il n'y avait pas des risques aussi. Est-ce que les assurances pensent à faire des offres différenciées? C'est-à-dire qu'ils pourraient, quand on est installateur, on n'est pas forcément sur tous ces marchés-là. Et justement, quand on a des risques plus limités, comme sur une ombrière, il me semble que le risque est beaucoup plus limité. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir des offres spécifiques et des offres plus généralistes, mais au moins qui permettraient d'avoir une accessibilité beaucoup plus rapide et de débloquer, et je pense que par l'essai, encore une fois, ça me paraît très intéressant, pour débloquer rapidement les situations. Alors, pour les plus gros, dès que les primes tangentent vers 60-70 000 euros par an, donc déjà pour les chiffres d'affaires un peu significatifs, effectivement, on va splitter les activités, photovoltaïque en toiture, photovoltaïque au sol, ombrière. Alors, le fait que les ombrières aient moins de sinistres... Je vous prie d'excuser Richard Loyen qui a un rendez-vous à 15h15 pile, et donc il va s'en aller. Les personnes qui font partie de la communauté énergétique et un certain contrôle. Et je vous laisse continuer, Pascal Alexis. Merci beaucoup, Richard Loyen. Les ombrières connaissent en fait une sinistralité totalement anormale, notamment d'effondrements latéraux par décompensation. Souvent, les dimensionnements des poutres, enfin de la structure de l'ombrière, ont été dimensionnés à la façon un peu épicière, au pied à coulisses, mais au centième de millimètre pour économiser. Alors, en même temps, il y a un tel challenge sur le prix des matériaux que, effectivement, du coup, les fabricants livrent ce qu'on leur demande et pas un dixième de millième de plus. Mais pour autant, avec l'intensification notamment des événements climatiques, on a, dans les 4 dernières années, 3 événements de neige de printemps sur des ombrières à moins de 900 mètres de hauteur, où la totalité de l'ombrière y est passée. Puis je pense à un sinistre important avec des gens qui exposent d'ailleurs sur le salon. Pour autant, les règles étaient respectées, mais beaucoup trop finement. Et il y a eu une neige de printemps bien plus lourde que d'habitude. Et heureusement, la réception devait avoir lieu que le lendemain matin. Il n'y avait rien dessous.
Le lendemain, on aurait eu des voitures et des mamans avec les caddies, les poussettes. Mais oui, il y a une sinistralité. Et puis dans le sud de la France, on le sait, sur une gare, pas très loin finalement, il y a eu un effondrement aussi important. On en a plusieurs. Ça devient une des fréquences de sinistralité, l'ombrière. Merci. Alors, il est 15h15. S'il y a quelqu'un qui a une question absolument très importante et qui souhaite la poser, c'est maintenant. Et après, nous arrêterons là. Et bien voilà. Vous avez levé la main. C'est à vous. Pour gérer la congestion. On a fait un super texte et un super network code, qui n'a pas encore abouti au niveau européen. Bonjour, Gilles Labaron, je suis journaliste pour la France Agricole et vous avez parlé des bonnes pratiques à respecter par les agriculteurs pour la sinistralité sur l'engrais agricole. Pardon. Oui, j'avais des questions par rapport aux bonnes pratiques dont vous parliez pour les hangars agricoles. Quelles sont selon vous ces bonnes pratiques et est-ce qu'elles sont toutes vraiment faisable avec ce qu'est un hangar agricole, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas le droit de mettre de tracteurs dessous, il y en a beaucoup, d'accord, dans ce cas je vais pas mettre de panneaux dessus, parce que j'ai besoin d'un hangar pour protéger mes machines. Éric Delage pour MSIG, rapidement sur les bonnes pratiques, on en a un peu parlé, mais... Oui, les bonnes pratiques, ça veut pas dire empêcher les gens de travailler, hein. Donc déjà, premier point. Les bonnes pratiques, ça consiste à, effectivement, dans leur travail quotidien, essayer de faire en sorte que les agriculteurs suivent effectivement des principes qui font que ils vont intégrer sans le savoir une vraie démarche de prévention des risques. Donc par exemple, c'est pas leur interdire de stationner leur engin agricole, mais c'est par exemple une fois qu'ils vont avoir travaillé, fait les moissons, la moissonneuse batteuse, on la rentre pas directement sous le hangar. On attend que les moteurs et les pièces refroidissent et ensuite on la gare. Ou alors, par exemple, si on a des travaux à faire de type soudage, meulage, on met en place certaines protections. On les fait pas à 2 mètres du stockage de fouvrage ou de la cuve à fuel ou à diesel. Voilà, ça va être ce genre juste de règles de bon sens et de bonnes pratiques. Mais en fait, dans la réalité, on se rend compte que ils n'ont pas forcément tous vraiment intégrer ce genre de bonnes pratiques. Donc le fait de faire une note, déjà, de leur expliquer, de leur dire voilà, c'est ça les règles à suivre. Et si tu le fais pas, là par contre, tu vraiment nous exposes à un sinistre très important. En fait, c'est ça l'idée. En termes également de bonnes pratiques, j'ai envie de dire, on est aussi des fois amené avec les courtiers à avoir des cas de figure, on se dit mince, alors ça, on n'y avait pas pensé. Donc le but, c'est pas d'avoir forcément des solutions boum qui s'appliquent bêtement, mais de réfléchir de manière intelligente comment on va faire pour maîtriser le risque, essayer de limiter au maximum la source d'incendie. Voilà. Merci, vraiment merci beaucoup aux intervenants. Juste pour finir, avec un de vos collègues de la France Agricole, on s'était dit que début 2023, on ferait une fiche des bonnes pratiques pour le journal. Parfait, une fiche des bonnes pratiques. Merci, c'était vraiment très intéressant et instructif. Et je retiens qu'il y a besoin de dialoguer et de s'écouter, de mieux se comprendre. Merci aussi à vous pour votre intérêt jusqu'à maintenant pour ce sujet assez technique, mais néanmoins nécessaire. Merci à tout le monde.